Le soleil de l'Arizona tapait à 40 degrés Celsius, transformant l'asphalte en un four capable de cuire un œuf en quelques minutes. Reed Callahan essuyait la sueur de son front en chargeant son camion d'équipement de CVC. Chaque outil était placé avec une précision militaire à sa place. À 38 ans, ses mouvements conservaient l'efficacité affûtée de ses années militaires. Chaque geste était réfléchi, chaque détail vérifié 2 fois. Logan, viens ici, lança Reed à son fils de 4 ans, qui dessinait des cercles dans l'allée de gravier avec un bâton. Les cheveux blonds du garçon lui collaient au front de sueur, son t-shirt Superman déjà humide de la chaleur matinale. Logan lâcha le bâton et courut vers lui, ses petites jambes s'agitant avec force. « Papa, tu répares d'autres climatiseurs aujourd'hui ? » « C'est ça, mon pote. » Reed s'agenouilla et redressa la chemise de Logan. « Tu te souviens de ce que je t'ai dit sur la fraîcheur ? Bois de l'eau et reste à l'ombre, récita Logan en souriant à son père. C'est un brave homme. Reed ébouriffa les cheveux de son fils. Maintenant, va dire à maman que tu es prêt pour la garderie. Logan sautilla vers la maison, mais Reed remarqua que le bavardage excité du garçon s'éteignit dès qu'il atteignit la porte d'entrée. Par la fenêtre, Reed pouvait voir Mara penchée sur son téléphone à la table de la cuisine, ses cheveux noirs tombant comme un rideau autour de son visage. Elle ne leva pas les yeux lorsque Logan la tira par le bras. Reed regarda sa montre, 7h15. Il allait devoir partir bientôt pour éviter les embouteillages matinaux. Le travail commercial à Scottsdale prendrait la majeure partie de la journée, et avec cette chaleur, chaque minute comptait. Mara, appela-t-il à travers la porte moustiquaire. Logan doit se bouger. Je l'ai entendu, répondit-elle sans lever les yeux de son téléphone. Ses doigts parcoururent rapidement l'écran, tapant quelque chose qui semblait plus important que de saluer leur fils. Reed entra. L'air frais de leur propre climatisation le frappa comme un soulagement. La maison était petite mais bien rangée. Il y veilla. Les habitudes militaires avaient la vie dure, et le chaos qui régnait dans son espace de vie lui donnait la chair de poule. « Ça va ?» demanda-t-il en scrutant le visage de sa femme. Des cernes obscurcissaient ses yeux, et elle était de plus en plus distante ces dernières semaines. « Bien », Mara leva finalement les yeux, forçant un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. Simplement fatigué, Logan était entré dans le salon et construisait maintenant une tour avec ses cubes, fredonnant doucement. Reed observa son fils un instant, notant sa satisfaction. Au moins, Logan ne semblait pas affecté par la tension qui s'était installée dans leur maison. « À qui envoies-tu des textos ?» demanda Reed d'un ton décontracté. « Kendra, elle a encore des problèmes avec son petit ami. » Mara glissa son téléphone dans son sac et se leva. « Allez, Logan. Il est temps de se préparer. » Reed hocha la tête, mais quelque chose clochait. Les réponses de Mara étaient devenues plus courtes ces derniers temps, ses explications hésitantes. Elle avait l'habitude de partager des détails sur la vie de ses amis, de rire de leurs problèmes. Elle ne donnait plus que des réponses superficielles, comme si elle lisait un texte. « Papa, regarde. » Logan brandissait sa tour de bloc. « Elle est plus haute que moi. »« Un travail impressionnant, soldat. » Reed leva le pouce vers son fils. « Maintenant, écoute maman et prépare ton sac à dos. » Tandis que Reed rassemblait ses bons de travail et vérifiait son inventaire d'outils, il ne parvenait pas à se défaire de l'impression que quelque chose avait changé chez lui. Mara accomplissait sa routine matinale machinalement, vérifiant son téléphone toutes les 2 ou 3 minutes. Quand Logan lui posa une question sur son camion jouet préféré, elle répondit par un « oui » distrait. Cela n'avait aucun sens dans le contexte. « Maman, tu n'écoutes pas » dit Logan, sa voix d'enfant de 4 ans portant la douleur particulière que ressentent les enfants lorsque les adultes les ignorent. « Je t'écoute, ma puce. » Mara s'agenouilla et prit le visage de Logan dans ses mains. « Maman pense juste à des trucs d'adultes. » Reed observa cet échange depuis la cuisine, remarquant le léger tremblement des mains de Mara. Du stress, peut-être, ou autre chose. Au cours du mois dernier, Logan avait commencé à dire des choses étranges qui restaient gravées dans la mémoire de Reed comme des échardes. Des commentaires qui ne collaient pas vraiment, mais qui, pris dans leur ensemble, dressaient un tableau inconfortable. L'ami de maman sent la fumée. Logan avait mentionné cela un soir pendant que Reed le bordait. « Quel ami ?» avait demandé Reed. « Celui avec des dessins sur les bras. Des tatouages. » « Ouais. Miles m'a laissé colorier son bras au marqueur. » Rita en a parlé à Mara plus tard dans la soirée. Elle a ri d'un geste de la main.
Les enfants disent des choses étranges. Il a probablement vu quelqu'un à l'épicerie et a inventé une histoire. Mais l'explication est tombée en l'air. Logan n'était pas un enfant qui inventait des histoires élaborées. Il était observateur, littéral et étonnamment précis dans les détails pour son âge. Mara Reed a dit maintenant en la regardant fourrer des objets dans le sac de la crèche de Logan. Logan a-t-il mentionné quelqu'un nommé Miles récemment? Sa main s'immobilisa un instant, si bref que Reed aurait pu le manquer s'il n'avait pas observé attentivement. Miles, quoi? Juste une chose qu'il avait dite l'autre jour. Reed garda un ton neutre à propos de quelqu'un avec des tatouages. Tu sais comment sont les enfants. Mara referma le sac avec plus de force que nécessaire. Ils confondent les personnages de séries télé avec la vraie vie. Reed hocha la tête, mais enregistra sa réaction. À l'armée, il avait appris à déchiffrer le langage corporel comme une carte. Les épaules de Mara s'étaient tendues. Ses mouvements étaient devenus plus brusques. Signe classique de quelqu'un qui essaie de contrôler sa réaction. Je devrais y aller, dit Reed en consultant à nouveau sa montre. La circulation va être brutale. D'accord. Mara était retournée à son téléphone, parcourant un message qui exigeait toute son attention. Reed embrassa le front de Logan, respirant l'odeur du shampoing de son fils, quelque chose de propre et d'innocent qui lui serrait la poitrine d'amour. Sois gentil avec maman. D'accord, je le ferai, papa. Tu vas réparer la maison de quelqu'un aujourd'hui? C'est le plan. Gardez-les au frais par cette chaleur. Logan hocha la tête solennellement, comme si le travail de son père était le plus important au monde. Reed ressentit l'élan familier de protection que la paternité avait apporté dans sa vie. Féroce et absolu. Il avait grandi en famille d'accueil, ballotté entre des familles qui le voyaient soit comme un salaire. Problème concret avec des solutions exploitables. Chaque père a aidé, chaque enfant protégé, chaque situation dangereuse exposée a été une victoire contre le chaos qui avait emmené Logan. À 10 heures le téléphone de Reed a sonné. Le nom du détective Dell est apparu à l'écran. Monsieur Callahan, je voulais vous faire savoir que l'appel de Mara a été refusé. La condamnation est. Reed a ressenti un soulagement silencieux. Bon. Tout mot sur Miles. Sa coopération lui a permis une condamnation réduite, mais il regarde toujours 5 ans pour le complot et la mise en danger des enfants. Pas assez, mais quelque chose. Reed, je voulais aussi vous dire que votre travail avec Project Shelter Light a déjà fait une différence dans notre département. Nous mettons en œuvre de nouveaux protocoles pour enquêter sur les décès d'enfants et formons les agents à détecter les signes avant-coureurs que vous avez identifiés. Après l'appel, Reed était assis dans sa maison silencieuse, réfléchissant aux étranges tournants que la vie pouvait prendre. 1 an plus tôt, il était mari et père, menant ce qu'il croyait être une vie normale. Aujourd'hui, il était veuf et défenseur des droits, quelqu'un dont la tragédie personnelle était devenue un outil pour protéger d'autres enfants. Ce n'était pas la vie qu'il aurait choisie, mais c'était celle que la mort de Logan lui avait offerte, et Reed était déterminé à la faire valoir. Le lever du soleil de l'Arizona peignait le désert de nuances d'or et de rouge. L'air était frais et pur avant que la chaleur du jour ne commence à l'assaillir. Reed franchit les portes du Desert Rest Memorial Park, suivant le chemin familier jusqu'à la section où Logan était enterré. La tombe originale se trouvait dans un endroit bondé, entouré des tragédies d'autres familles et marqué d'une pierre tombale portant le nom de Mara, mère en deuil. Après le procès, Reed avait transféré la dépouille de Logan dans une concession privée, sous un vieux mezquita, où son fils pourrait reposer en paix. La nouvelle pierre tombale était simple, Logan Michael Callahan, fils bien-aimé, tu n'as jamais été la laisse. Tu étais la lumière. Reed s'agenouilla près de la tombe et déposa le dessin préféré de Logan sous la petite pierre qui marquait le début de la concession. C'était un dessin que le garçon avait fait la semaine précédant sa mort, des bonhommes allumettes représentant Reed et Logan debout sous un soleil jaune éclatant, tous deux souriants. Logan avait écrit « Papa et moi » en lettres tordues en haut. « Je t'ai apporté quelque chose, mon pote » dit Reed doucement. « Tu te souviens comme tu as toujours voulu en savoir plus sur mon travail ? Eh bien, j'ai un nouveau travail maintenant. J'aide d'autres papas à protéger leurs enfants comme j'aurais dû te protéger. » Reed raconta à Logan le dernier succès du projet Shelter Light. Un père de Mesa avait obtenu la garde de ses jumelles après que l'équipe de Reed l'ait aidé à documenter la toxicomanie de leur mère. Il annonça que le documentaire sur l'histoire de Logan avait été sélectionné pour un festival de cinéma et que les recettes serviraient à financer l'aide juridique de 50 autres familles. « Je sais que tu ne m'entends pas, dit Reed. Mais sache que ta vie comptait.
Pas seulement pour moi, mais pour tous les enfants qui sont désormais en sécurité grâce à ce qui t'est arrivé. Reed se leva et épousseta ses genoux. Le soleil était bien levé, la chaleur commençait à s'installer, annonçant une nouvelle journée de température à 3 chiffres. Mais sous le Mskita, la tombe de Logan restait à l'ombre fraîche. Reed retourna à son camion sans se retourner. Il avait du travail. Des affaires à enquêter, des enfants à protéger. La mort de Logan lui avait appris que l'amour sans vigilance ne suffisait pas. Que la confiance sans vérification pouvait être fatale. Moi, dans son rétroviseur. Le cimetière rétrécit jusqu'à disparaître complètement. Mais Reed portait Logan avec lui, non pas comme un chagrin, mais comme un but. La lumière de son fils continuerait de briller à travers chaque enfant sauvé, chaque père responsabilisé, chaque situation dangereuse révélée avant qu'elle ne devienne fatale. Reed se dirigea vers son bureau, vers la pile de dossiers qui l'attendait, vers le prochain combat d'une guerre qu'il mènerait jusqu'à la fin de ses jours. Derrière lui, les ombres s'étendaient sur le désert. Mais devant lui, le soleil montait sans cesse, dissipant les ténèbres d'une purification implacable. Soit comme un problème. L'armée lui avait donné une structure et un but, mais Logan lui avait donné quelque chose de plus profond, une raison de construire plutôt que de simplement survivre. Une charrue chargea le reste de son équipement. Il jeta un coup d'œil à la maison. Mara se tenait à la fenêtre, le téléphone collé à l'oreille, parlant à voix basse. Lorsqu'elle remarqua son regard, elle s'écarta de la vitre. Reed démarra son camion. Le moteur grondait dans la chaleur du désert. Sa caméra embarquée activait automatiquement une nouvelle extension pour les assurances, qui enregistrait sa localisation et ses déplacements. Certains de ses amis entrepreneurs trouvaient cela excessif, mais Reed croyait à la documentation. Les traces écrites et les preuves lui avaient sauvé la vie plus d'une fois lorsqu'il sortit de l'allée en saluant Logan, le visage collé à la vitre. Le sourire du garçon était radieux et simple, insensible au courant sous-jacent qui régnait dans leur maison. Reed ne pouvait se douter que ce serait la dernière fois qu'il reverrait son fils vivant. Le chantier de Scottsdale était un cauchemar, submergé par les vagues de chaleur. Le climatiseur principal du bâtiment commercial était tombé en panne la nuit précédente et, au matin, la température intérieure avait dépassé les 32 degrés Celsius. Reed et son équipe travaillaient par roulement, s'arrosant fréquemment pour éviter l'épuisement dû à la chaleur. « C'est terrible, » dit Tommy, son apprenti, en avalant une gorgée d'eau d'un grand bidon. « Comment les gens vivent-ils ici ? » « Ils ne vivent pas, » répondit Reed en vérifiant le compresseur de rechange. « Ils survivent ici. » Il y a une différence. Le téléphone de Reed vibra, accompagné d'un SMS de Mara qui faisait des courses. Logan est à la garderie, petit et sérieux. Aucun détail sur ses courses ni sur son heure de retour. Reed fronça les sourcils mais ne répondit pas. Sa relation avec Mara s'était réduite à une série de brèves mises à jour et d'échanges logistiques, comme des colocataires gérant un agenda commun. Mais pourquoi midi ? La chaleur était devenue dangereuse. L'équipe de Reed fit une longue pause dans leur camion climatisé. Mais Reed en profita pour appeler la garderie de Logan. C'était quelque chose qu'il faisait de temps en temps, non pas pour prendre des nouvelles de Mara, mais pour savoir comment s'était passée la journée de son fils. Garderie Bright Beginning. Ici Jennifer. Bonjour, c'est Reed Callahan. Je voulais prendre des nouvelles de Logan. Voir comment s'était passée sa matinée. Un silence. Monsieur Callahan. Logan n'a pas été déposé aujourd'hui. Reed eut un pincement au cœur. Comment ça ? Il n'est pas là. On ne l'a pas vu aujourd'hui. C'est impossible. Ma femme a dit qu'elle le déposerait. Je suis désolé, mais Logan n'est définitivement pas là. Voulez-vous que je vérifie auprès des autres enseignants ? Oui, s'il vous plaît. Reed attendait, le cœur battant la chamade. À travers le pare-brise de son camion, il voyait des mirages de chaleur s'élever de l'asphalte comme des fantômes. Monsieur Callahan, j'ai vérifié auprès de tout le monde. Logan n'est pas venu aujourd'hui. Reed remercia Jennifer et raccrocha, les mains tremblantes, tandis qu'il composait immédiatement le numéro de Mara. Le téléphone sonna 4 fois avant de tomber sur la messagerie. Mara, rappelle-moi tout de suite. La garderie dit que Logan n'a pas été déposé. Où est-il ? Tu essayas encore. Messagerie, encore message. Reed fixait son téléphone, la panique commençant à lui monter à la poitrine. Logan était toujours déposé à la garderie en semaine. Toujours.
C'était leur routine, leur système. Mara savait combien la routine était importante pour Reed. Il gardait le chaos à distance. Tommy. Reed appela son apprenti. Je dois rentrer. Urgence familiale. Tout va bien, patron? Je ne sais pas encore. Reed conduisait plus vite qu'il n'aurait dû. Son esprit explorait les possibilités. Peut-être que Mara avait emmené Logan chez le médecin et oublié de le mentionner. Peut-être que Logan avait été difficile et qu'elle avait décidé de le garder à la maison. Il devait y avoir une explication raisonnable. Mais alors même qu'il essayait de rationaliser, une certitude froide s'installait dans son ventre. Quelque chose n'allait pas. Très mal. Le camion de Reed s'est garé dans son allée à minuit 45. D'après l'horodatage de sa caméra embarquée, la voiture de Mara n'était pas là. La maison était vide sous un soleil de plomb, ses fenêtres reflétant le ciel comme des yeux aveugles qui l'avaient rappelé. La messagerie vocale réapparut dans son salon, essayant de penser logiquement. Le placement en famille d'accueil et le service militaire lui avaient appris à compartimenter ses émotions, à penser clairement sous la pression. Mais c'était son fils. La logique lui semblait mince et inutile face à la peur grandissante dans sa poitrine. Le téléphone de Reed sonna. Numéro inconnu. Monsieur Callahan, ici l'agent Hawthorne du département de police de Chandler. Nous avons besoin que vous veniez immédiatement au centre médical régional de Chandler. Que se passe-t-il? Que s'est-il passé? Monsieur, il s'agit de votre fils. Il y a eu un incident. La vision de Reed s'est embrouillée. Est-il blessé? Logan est-il blessé? Monsieur, je dois vous amener à l'hôpital. Pouvez-vous conduire prudemment ou avez-vous besoin d'une unité? Je peux conduire. J'arrive. Reed courut vers son camion, les mains à tâtons avec les clés. Le trajet jusqu'à l'hôpital se déroula dans un brouillard de feux de circulation et de klaxons de voitures qu'il coupa sans s'en apercevoir. L'agent Hawthorne l'accueillit sur le parking de l'hôpital, entouré de nombreuses femmes d'une quarantaine d'années au regard bienveillant et au visage qui lui avait déjà annoncé de mauvaises nouvelles. Monsieur Callahan, je suis vraiment désolé. Votre fils a été retrouvé inconscient dans un véhicule immatriculé à votre nom. L'équipe médicale a fait tout ce qu'elle a pu, mais il n'a pas survécu. Ces mots frappèrent Reed comme des coups. Il sentit ses jambes faiblir. Il entendit un son sortant de sa gorge qui ne semblait pas humain. Je ne comprends pas. Il réussit. Mon camion est juste là. Comment pouvait-il être dans mon camion? Monsieur, le véhicule a été retrouvé sur un parking à environ 3 km de chez vous. Votre femme l'a découvert et a appelé les secours. Reed était bouleversé. Où était Mara? Où était-elle quand c'est arrivé? Elle est à l'intérieur en train de faire sa déposition. Elle est très bouleversée. Reed a bousculé l'agent et s'est précipité à travers les portes automatiques de l'hôpital. Il a trouvé Mara dans une salle de consultation, le visage rouge et bouffi par les pleurs. L'inspectrice Naomi Dell, une femme au regard perçant et aux cheveux grisonnants, était assise en face d'elle et prenait des notes. Reed. Mara a bondi et l'a pris dans ses bras. Oh mon Dieu, Reed, je suis vraiment désolé. Je croyais que vous l'aviez. Je croyais que vous le déposiez avant le travail. Reed se tenait raide dans ses bras, son esprit peinant à assimiler ses paroles. Tu croyais que je l'avais, Mara? Tu m'as vu partir au travail ce matin. Logan était avec toi. J'étais perdu. Je me dépêchais de faire mes courses. Je pensais que vous l'aviez emmené à la garderie, comme vous le faites parfois le mercredi. Je ne l'emmène jamais le mercredi. C'est votre jour. Ça a toujours été votre jour. L'inspectrice Dell leva les yeux de ses notes. Monsieur Callahan, pouvez-vous me décrire votre matinée? La voix de Reed semblait robotique tandis qu'il racontait sa journée, départ au travail à 7h30, arrivée sur le chantier à 8h15, travail jusqu'à la visite à la garderie à midi. Chaque détail était enregistré et documenté par le système GPS de son camion et les témoignages de ses équipes. Et votre véhicule, continua l'inspectrice Dell. Il était avec vous tout le temps. Oui, mon camion. Je l'ai conduit jusqu'au chantier et je suis revenu ici. Monsieur Callahan, dit l'inspectrice doucement. Votre fils a été retrouvé dans un autre véhicule. Une berline bleue immatriculée à votre adresse. Le monde de Reed bascula. C'est la voiture de Mara, répondit Mara rapidement. Non, c'était votre ancienne voiture.
Celle que vous ne conduisez plus. Reed fixa sa femme, la confusion et l'horreur au cœur. Mara, j'ai vendu cette voiture il y a 3 mois. Tu sais que je l'ai vendue. Le silence retomba dans la pièce, à l'exception du bourdonnement de la climatisation et des bruits lointains de l'activité de l'hôpital. L'inspectrice d'elle s'éclaircit la gorge. Madame Callahan, peut-être devrions-nous revoir votre déclaration. Les heures suivantes passèrent dans un cauchemar de questions, de paperasse et de procédures qui semblaient destinées à occuper l'esprit de Reed pendant que son monde s'écroulait. Le coroner conclut que la mort de Logan était due à un coup de chaleur accidentel, dû au fait d'avoir été laissé dans une voiture surchauffée. Aucun signe de maltraitance ni de contrainte. Un accident tragique qui aurait pu arriver à n'importe quelle famille. Mais Reed savait qu'il n'y avait pas mieux. Je me trouvais dans la lumière crue du néon du commissariat. Il s'assit en face de l'inspectrice d'elle tandis que Mara faisait une autre déclaration dans une autre pièce. L'inspectrice avait une expression soigneusement neutre, mais Reed surprit ses coups d'œil occasionnels vers la porte où Mara parlait avec un autre policier. « Monsieur Callahan, je dois vous poser des questions difficiles. » L'inspecteur d'elle demanda, « Avez-vous eu des problèmes conjugaux avec votre femme ?» Il cherchait des problèmes, des disputes, des désaccords sur l'éducation des enfants, des difficultés financières. Reed envisagea de mentir, de peindre un tableau de bonheur conjugal. Mais les mensonges ne ramèneraient pas Logan. Elle est distante ces derniers temps, secrète sur ses déplacements et ses interlocuteurs. Logan mentionna un certain Miles, mais Mara prétendit ne pas savoir de quoi il parlait. L'inspecteur d'elle prit note. Une idée de qui pourrait être Miles? Non, mais Logan n'est pas un enfant qui invente des histoires. Il est observateur. L'inspecteur acquiesça. Votre camion est équipé d'un système de localisation GPS pour votre travail. Assurance obligatoire. Enregistrement de chaque trajet, de chaque arrêt. Bien. Nous aurons besoin de ces enregistrements. L'inspecteur d'elle se pencha légèrement en avant. Monsieur Callahan, y a-t-il une raison pour laquelle votre femme pourrait vouloir faire du mal à Logan? La question frappa Reed comme un coup physique. Lui faire du mal? Non. Elle l'aime. Mais au moment même où il le disait, l'esprit de Reed commença à se défaire de ses pensées. J'ignorais. L'irritation croissante de Mara lorsque Logan interrompait ses appels téléphoniques. Ses plaintes concernant le sentiment d'être piégé par la maternité. Sa façon de confier Logan à des babysitters plus fréquemment, prétextant avoir besoin d'espace pour réfléchir. A-t-elle déjà mentionné se sentir dépassée par son rôle de parent? L'inspecteur d'Elpress Reed avait parfois la gorge sèche. Mais quel parent ne l'est pas? C'est juste. L'inspecteur ferma son carnet. Monsieur Callahan, je veux que vous sachiez que nous allons enquêter en profondeur. S'il y a plus à dire sur cette histoire, nous le trouverons. Reed la regarda dans les yeux. Vous ne croyez pas que ce soit un accident? Je crois aux preuves. Et pour l'instant, certaines pièces ne s'assemblent pas parfaitement. Quand Reed revit enfin Mara, elle était assise dans le couloir de l'hôpital, les yeux rivés sur ses mains. Son téléphone était posé à côté d'elle, l'écran sombre et silencieux. C'était la première fois qu'il la voyait sans l'utiliser activement depuis des semaines. Il rende son corps demain, dit-elle sans lever les yeux. Pour les funérailles, s'assit Reed à côté. Elle étudia son profil. Mara, j'ai besoin que tu me dises exactement ce qui s'est passé aujourd'hui. J'ai déjà tout raconté à la police. Dis-moi, soupira-t-elle, les épaules affaissées par l'épuisement ou le poids de la déception. Je me préparais à aller faire des courses. Je pensais que tu avais emmené Logan à la garderie avant de partir au travail. Quand j'ai réalisé qu'il n'était pas là, j'ai paniqué. J'ai fait le tour de sa voiture à sa recherche, revenant sur mes pas. Je l'ai trouvé dans ta voiture, sur le parking derrière l'épicerie. Ma voiture que j'ai vendue il y a 3 mois. Le visage de Mara s'empourpra. La berline, quelle que soit la voiture, je l'ai trouvée là. Reed sentit une sensation de froid et de douleur s'installer dans sa poitrine. Mara, regarde-moi. Elle se retourna, les yeux rouges et sur la défensive. Où étais-tu entre 8h et midi aujourd'hui? Tu faisais des courses. Je te l'ai dit. Quelles courses? Où? À la banque. À l'épicerie. J'avais des trucs à faire. Quelle épicerie? Celle de Chandler Boulevard. Reed hocha lentement la tête. Celle où tu as trouvé Logan?
Oui. Alors, tu es allé faire des courses à l'épicerie? Et c'est aussi là que tu l'as retrouvé plus tard. Les yeux de Mara vacillèrent. Ah oui. J'y vais souvent. C'est près de la maison. Reed se leva. Son entraînement militaire commençait à faire effet. L'interrogatoire consistait à trouver les incohérences, les points de tension où les mensonges commençaient à craquer. Que as-tu acheté? Que as-tu acheté à l'épicerie? Que as-tu acheté pendant tes courses? Mara le fixa un long moment. Je n'ai rien acheté. J'ai juste regardé autour de moi en faisant du lèche-vitrine pendant 4 heures. Reed, je viens de perdre mon fils. Notre fils? Ça ne peut pas attendre? Non, dit Reed doucement. Impossible. Il s'éloigna alors d'elle, son esprit déjà en train de basculer dans un autre état. Le père endeuillé était toujours là, serait toujours là. Mais à ses côtés, une autre version de Reed émergeait, l'enfant placé qui avait appris à survivre en perçant les mensonges. Le soldat qui avait survécu en se fiant à son instinct. Mara mentait sur les courses, la voiture, ce qui était arrivé à Logan. Reed ignorait encore pourquoi, mais il était absolument certain que sa femme avait tué leur fils, et il allait prouver qu'il avait raison. 3 jours plus tard, Reed quittait leur maison. Il ne l'annonça pas, ne se confronta pas et ne demanda aucune explication. Il fit simplement ses bagages pendant que Mara était partie faire une autre course mystérieuse, et laissa un mot disant qu'il avait besoin d'espace pour faire son deuil. En réalité, il avait besoin d'espace pour chasser. Reed loua un petit appartement à l'autre bout de la ville et entreprit méthodiquement de démanteler les mensonges de sa femme. Il aborda le problème comme une opération militaire. Recueillir des renseignements, identifier des cibles, planifier l'attaque. D'abord, les images de la caméra embarquée. Le camion de Reed enregistrait automatiquement ses déplacements, mais il n'avait jamais pris la peine de consulter les fichiers, sauf en cas d'accident. Maintenant, il téléchargeait chaque image du matin de la mort de Logan. Les images étaient accablantes. À 7h28, la caméra de Reed le montra en train de charger son camion et de sortir de l'allée en marche arrière. Image nette du conducteur, Reed lui-même. Horodatage précis. Coordonnées GPS précises enregistrées toutes les minutes. Mais à 7h32, alors que Reed descendait Chanel Boulevard, sa caméra capta quelque chose dans son champ grand angle. Une silhouette s'approchant de son camion de travail côté passager. Une femme en robe d'été jaune, la même tenue que Mara portait lorsque la police l'avait interrogée. Et elle n'était pas seule, une petite silhouette marchait à côté d'elle. Logan, portant son sac à dos de la garderie. Reed regardait la vidéo depuis son appartement, les mains tremblantes, revoyant la séquence. Mara souleva Logan dans la cabine du camion de travail de Reed, le véhicule qui resterait dans leur allée toute la journée pendant que Reed serait à des kilomètres de là, dans son camion personnel. Elle dit quelque chose au garçon, l'embrassa sur le front et s'éloigna. Logan fut laissé seul dans le camion à 7h33. Lorsqu'Ara le trouva à 12h15, il cuisinait depuis près de 5 heures sous la chaleur de l'Arizona. Reed appela son frère, D, ce soir-là. J'ai besoin d'aide, dit Reed sans préambule lorsque D répondit. Et j'ai besoin que tu ne poses pas de questions avant que j'aie fini de parler. D vivait à Phoenix, à 40 minutes de chez lui. Il avait été le frère sauvage, tatouage, addiction, problème avec la justice, tandis que Reed avait choisi la structure militaire. Mais la guérison avait changé. D l'avait rendu stable d'une manière qui comptait quand sa famille avait besoin de renfort. Je t'écoute, dit D. Reed lui raconta tout. Les images de la caméra embarquée, les mensonges de Mara, les mentions de Miles par Logan. Lorsqu'il eut terminé, D resta silencieux un long moment. Que veux-tu que je fasse? Aide-moi à retrouver Miles. Aide-moi à suivre Mara. Aide-moi à rassembler des preuves qui tiendront au tribunal. Lee. Tu devrais peut-être porter l'affaire devant la police. Je l'ai fait. Ils ont un doute raisonnable. Mort accidentelle. Affaire classée. À moins que je ne puisse prouver le contraire. Et si vous ne pouvez pas le prouver, la voix de Reed était monotone, vide de tout, sauf d'intention. Alors je vivrai en sachant que le meurtrier de mon fils est libre. C'est inacceptable. D soupira. Bon. On commence quand? D arriva à l'appartement de Reed le lendemain matin, café et sacoche d'ordinateur à la main. Il avait changé depuis ses années d'addiction, plus propre,
Plus net, ces tatouages faisant désormais partie d'une image respectable d'homme d'affaires plutôt que de signe de rébellion. Mais le sens de la vie était resté, et Reed avait besoin de ses compétences maintenant. Montre-moi les images, dit Dee en s'installant sur le canapé de Reed. Ils regardèrent ensemble la vidéo de la caméra embarquée, Dee prenant des notes pendant que Reed racontait la chronologie. À la fin de la vidéo, Dee se pencha en arrière et siffla doucement. C'est un meurtre flagrant, mec. Comment se fait-il qu'elle ne soit pas arrêtée? Parce que je suis le seul à avoir ces images. La police n'a pas su les chercher. Ils se concentrent sur la scène où Logan a été retrouvé, pas sur la façon dont il est arrivé là. Et les autres caméras? Les caméras de circulation, les systèmes de sécurité. Rita y a pensé toute la nuit. Madame Patterson, la voisine, a une sonnette ring. Elle donne sur la rue. Alors, allons parler à Madame Patterson. Le trajet jusqu'à l'ancien quartier de Reed semblait surréaliste. Les maisons où il avait salué ses voisins. Les trottoirs où il avait appris à Logan à faire du vélo. L'allée où son fils avait dessiné sur le gravier quelques jours plus tôt. Tout semblait pareil, mais Reed avait l'impression de regarder à travers une vitre blindée, présent, mais séparé de la vie qu'il avait perdue. Madame Patterson avait la soixantaine, une enseignante à la retraite qui avait toujours été gentille avec Logan. Elle lui a ouvert la porte avec des fleurs aux mains et l'inquiétude dans les yeux. Reed, mon chéri, je suis tellement désolé pour Logan. Un garçon si gentil. Merci, Madame Patterson. Je me demandais si je pouvais vous parler de votre caméra ring. La police pourrait avoir besoin d'images de mercredi matin. Bien sûr, tout ce qui pouvait aider. Elle les invita à entrer et les conduisit à son ordinateur. Je ne l'ai pas consulté personnellement, mais le système conserve tout pendant 30 jours. Reed, d'une main ferme, l'aida à accéder aux images de mercredi matin. La caméra avait une vue dégagée sur son allée, sur une partie de la rue. À 7h28, on voyait Reed partir dans son camion, exactement comme sa caméra embarquée l'avait enregistré. Mais à 7h45, 13 minutes après que Mara eut installé Logan dans le camion de travail, la caméra ring capta autre chose. Mara, qui revenait à la maison depuis l'allée. Elle se déplaçait nonchalamment, consultant son téléphone, ne montrant aucun signe de détresse ni d'urgence. Elle disparut dans la maison et ne réapparut qu'à 11h30, lorsqu'elle monta dans sa voiture et s'éloigna. Madame Patterson, dit prudemment Reed, pourrais-je avoir une copie de ces images? Bien sûr, ma chère. Est-ce utile pour l'enquête? Plus que vous ne le pensez. De retour à l'appartement de Reed, ils ont éparpillé les preuves sur la table de la cuisine comme des plans de bataille. Des images de caméras embarquées montrent Mara mettant Logan dans le camion. Des images de caméras de surveillance montrent son retour nonchalant à la maison. Les journaux GPS confirmant que Reed était à des kilomètres de distance tout le temps. C'est suffisant pour rouvrir l'affaire, a dit Dee. Mara a menti à la police en pensant que vous aviez emmené Logan à la garderie. Elle savait exactement où il était. C'est un début, mais j'ai besoin de plus. J'ai besoin de savoir pourquoi elle a fait ça, et j'ai besoin de savoir qui est Miles. Dee a ouvert son ordinateur portable et a fait craquer ses articulations. Donne-moi ce que tu sais sur ce Miles. Logan a parlé de tatouage, a dit Miles. Qu'il colorie son bras avec un marqueur. Il sent la fumée. Ok. Fumeur avec des tatouages, à l'aise avec les enfants. Probablement quelqu'un que Mara connaît de son cercle social passé ou présent. Les doigts de Dee ont parcouru le clavier. Je vais vérifier ses réseaux sociaux. Croisement avec des gens du quartier qui s'appellent Miles. Reed a fourni à Mara les mots de passe des réseaux sociaux, des informations partagées à une époque plus heureuse, où les couples n'avaient pas de secret. Dee a parcouru des mois de publications, de commentaires et de photos taguées. Tiens, a dit Dee en désignant un fil de commentaires datant d'il y a 6 semaines. Regarde ça. C'était une photo que Mara avait postée depuis une salle de sport locale, commentant sa remise en forme. Parmi les « j'aime » et les commentaires encourageants, il y en avait un de quelqu'un nommé Miles Granger. Belle allure comme au bon vieux temps. Au bon vieux temps, a répété Reed. Ils se connaissaient déjà. Dee a cliqué sur le profil de Miles. Les photos montraient un homme d'une trentaine d'années, musclé, avec de nombreux tatouages sur les 2 bras. Plusieurs photos avaient été prises dans la même salle de sport où Mara avait posté récemment. Regarde ça,
a dit en faisant défiler la page jusqu'à une photo plus ancienne. Une publication de retrouvailles du lycée datant de l'année dernière. L'image montrait un groupe de personnes à ce qui était clairement une réunion de retrouvailles. En arrière-plan, à peine visible, Mara et Miles se tenaient côte à côte, la main de Reed sur le bas de son dos. Amoureux du lycée, a dit Reed d'un ton sombre. Ça va mieux. Regarde ses antécédents professionnels. Miles Granger travaillait comme coach sportif au Fitness First Gym. Son casier judiciaire indiquait 2 arrestations antérieures, une pour trafic de drogue, dont la peine avait été réduite à une simple possession, et une autre pour agression lors d'une bagarre dans un bar. Pas vraiment l'homme idéal pour un père, observa D. Reed étudia les photos, remarquant le regard de Miles sur la photo des retrouvailles, comme s'il récupérait quelque chose qu'il avait perdu. Il faut en savoir plus sur leur relation, depuis combien de temps elle dure, ce qu'il prévoit. Je peux surveiller la salle de sport, voir s'ils s'y rencontrent. Non, je vais suivre Mara directement, mais je dois d'abord vérifier autre chose. Reed se rendit à la garderie de Logan cet après-midi-là. Jennifer, la directrice, le retrouva sur le parking, visiblement mal à l'aise, mais prête à aider. Monsieur Callahan, comment allez-vous? Prenez les choses au jour le jour. Jennifer, je dois vous poser des questions sur l'assiduité de Logan ces derniers temps. Était-il régulièrement là? Jennifer jeta un coup d'œil nerveux autour d'elle. La police avait déjà posé des questions à ce sujet. Je sais, mais je suis son père et j'essaie de comprendre ce qui s'est passé. Elle soupira. Logan n'était pas venu depuis presque 3 semaines. Votre femme a appelé plusieurs fois pour dire qu'il était malade ou que vous le gardiez à la maison pour passer du temps en famille. Reed a senti le sol se dérober sous ses pieds. 3 semaines. J'allais vous appeler à ce sujet cette semaine. Nous avons une politique concernant les absences prolongées sans certificat médical. Reed a remercié Jennifer et est resté assis dans son camion pendant plusieurs minutes, à assimiler cette nouvelle information. Pendant 3 semaines, Mar lui avait dit qu'elle déposait Logan à la garderie tout en précisant à la garderie que Logan était avec Reed. Où leur fils passait-il ses journées? Ce soir-là, Reed s'est garé en bas de la rue de son ancienne maison et a regardé. À 18h15, la voiture de Mara s'est garée dans l'allée. Elle est restée assise au volant pendant plusieurs minutes, a téléphoné avant de finalement rentrer. Reed a attendu jusqu'à 21h, puis s'est rendu à la salle de sport ouverte 24h24 où travaillait Miles. Le parking était presque vide, mais Reed reconnut la voiture de Mara au dernier rang. Par les vitres de la salle de sport, Reed pouvait apercevoir Mara sur un tapis de course. Miles se tenait à ses côtés, l'entraînant ostensiblement, mais leur langage corporel suggérait une relation bien plus intime qu'une relation entre entraîneur et client. La main de Miles s'attarda sur son épaule tandis qu'il ajustait sa posture. Quand Mara riait à une de ses paroles, elle lui touchait le bras en retour. Reed prit des photos avec son téléphone, documentant leur interaction. Après une séance d'entraînement, il les suivit jusqu'au parking et regarda Miles embrasser Mara avant qu'elle ne reprenne sa voiture. Pas un bisou amical, mais un baiser profond et passionné entre amants. Reed rentra chez lui avec ses preuves, sentant les pièces du puzzle s'assembler. Mara avait une liaison avec son petit ami du lycée. Elle mentait sur le lieu où se trouvait Logan depuis des semaines, empêchant leur fils d'aller à la garderie. Et mercredi matin, elle avait délibérément placé Logan dans un piège mortel alors que Reed était à des kilomètres de là, créant ainsi la couverture parfaite. Mais Reed avait encore besoin du pourquoi. Qu'est-ce qui pouvait bien motiver une mère à tuer son propre enfant? Le lendemain matin, Reed se déclara malade et commença une surveillance à temps plein. Il se posta en face de la maison de Mara à 6 heures, armé de café, d'un appareil photo avec téléobjectif et de la patience acquise au cours de nombreuses opérations militaires. Mara quitta la maison à 8h30, se dirigeant vers le centre-ville de Chandler. Reed la suivit à distance, profitant de la circulation et des autres véhicules pour se couvrir. Elle s'arrêta devant un garde-meuble à la périphérie de la ville, ce qui éveilla immédiatement les soupçons de Reed. Pourquoi Mara aurait-elle besoin d'un garde-meuble? Leur maison était spacieuse et elle n'avait jamais évoqué la location d'un espace de stockage supplémentaire. Reed se gara de manière à pouvoir observer l'entrée du garde-meuble et appela D. J'ai besoin de toi ici. Apporte ton appareil photo avec un téléobjectif. D arriva 20 minutes plus tard, se garant dans une autre partie du parking. Ensemble, ils regardèrent Mara déverrouiller un garde-meuble et disparaître à l'intérieur. L'unité 47, remarqua D en prenant des photos.
Quoi qu'elle fasse là-dedans, elle ne veut pas la voir à la maison. Mara est ressortie 15 minutes plus tard, un petit sac de sport à la main. Mais elle n'était pas seule. Le camion de Miles était garé 2 unités plus loin, et il l'a retrouvé au milieu de l'allée principale du centre. Reed a observé à la jumelle Mara tendre le sac à Miles. Il l'a ouvert, a vérifié le contenu et a hoché la tête. Ils ont discuté pendant plusieurs minutes. Leur conversation était animée, mais trop distante pour que Reed puisse lire sur les lèvres. Puis Miles a serré Mara contre lui et l'a embrassée. Pas le baiser rapide du parking du gymnase. Celui-ci était plus profond, plus possessif. Lorsqu'ils se sont séparés, Mara a regardé nerveusement autour d'elle avant de retourner à sa voiture. « Qu'est-ce qu'il y avait dans le sac à ton avis ?» a demandé D. « De l'argent, des documents ? Quelque chose qu'elle ne veut pas trouver à la maison. » Ils ont suivi Mara du centre de stockage jusqu'à un café du centre-ville de Chandler. Elle y a rencontré une autre femme, blonde, la trentaine, que Reed a reconnue comme étant Kendra Walsh, la meilleure amie de Mara depuis la fac. Reed connaissait Kendra avec désinvolture. Elle était allée chez eux pour des barbecues et des fêtes d'anniversaire, avait toujours semblé assez amicale. Mais en regardant sa conversation avec Mara à travers la fenêtre du café, Reed a remarqué la tension dans le langage corporel des femmes. Ils se disputent, a observé D. Mara se penchait en avant, parlant de toute urgence tandis que Kendra secoua la tête à plusieurs reprises. À un moment donné, Kendra se leva comme pour partir, mais Mara lui attrapa le bras et la retira. Reed a pris une décision. Je vais. Reed, c'est risqué. Kendra me connaît. Je peux le rendre décontracté. Reed est entré dans le café et a commandé un verre. Se positionner là où il pouvait entendre les fragments de leur conversation sans être évident. Je ne peux pas continuer à mentir à la police. Kendra dit, vous ne mentez pas. Vous ne faites tout simplement pas d'informations sur les informations qu'ils n'ont pas demandées. Mara, c'est faux. Logan est mort. Ton fils est mort. Tu penses que je ne sais pas ça? La voix de Mara craquait d'émotion. La première véritable sensation de Reed avait vu d'elle depuis la mort de Logan. Vous pensez que je voulais que cela se produise? Alors pourquoi? Parce que je ne pouvais plus le faire. D'accord. Je ne pouvais plus être sa mère. J'ai essayé, Kendra. Dieu sait que j'ai essayé, mais chaque jour se sentait comme une noyade. Reed agrippa sa tasse de café si étroitement que ses jointures se tournaient blanches. Il s'efforçait à rester calme. Pour continuer à écouter. Il y avait d'autres options, chuchota Kendra. Arrangement de garde de divorce. Reed ne m'aurait jamais donné la garde complète. Vous savez qu'il est militaire, stable, responsable et je suis quoi? Un décrocheur du secondaire qui ne peut pas tenir un emploi, vous avez donc choisi cela à la place. J'ai choisi la liberté pour nous deux. Logan mérite un père qui le veut. Je mérite une vie qui ne ressemble pas à une peine de prison. Reed est sorti du café avant de faire quelque chose qui ruinerait son enquête. Dans le parking, il a appelé D avec des mains serrées. Avez-vous eu tout cela? Certains assez pour savoir qu'elle a planifié cela. Nous avons besoin de plus. Nous avons besoin d'elle pour l'admettre clairement au dossier. Reed a passé le reste de la journée à suivre la routine de Mara, documentant ses mouvements et ses interactions. Ce soir-là, il a fait une découverte cruciale lorsque Mara a arrêté un magasin de téléphonie cellulaire et a acheté un téléphone en brûleur à l'aide d'argent. Reed a attendu jusqu'à son départ, puis s'est approché du greffier du magasin avec son sourire le plus charmant. Excusez-moi. Je pense que ma femme vient d'acheter un téléphone ici, mais elle a laissé un reçu dans ma voiture. Pourriez-vous m'aider à comprendre à quel plan elle s'est inscrite? Le jeune greffier était impatient d'aider. Sûr. Quel est son nom? En fait, elle aurait pu utiliser son nom de jeune fille ou le nom de son ami. Reed lui a montré la photo de permis de conduire de Kendra sur son téléphone, une photo qu'il avait trouvée sur les réseaux sociaux. Est-ce que cela semble familier? Oh, ouais. Elle était juste là. Kendra Walsh a acheté un téléphone prépayé avec 3 mois de service. Reed a remercié le greffier et a appelé D immédiatement. Mara a acheté un téléphone en brûleur en utilisant l'identité de Kendra. Quoi qu'elle prévoie de Miles, elle ne veut pas qu'elle lui revienne. Cela devient sérieux, Reed. Il est peut-être temps de prendre ce que nous avons aux flics. Pas encore. J'ai besoin d'une preuve à faire.
Quelque chose de si clair que même le procureur le plus incompétent ne pouvait pas le gâcher. Cette nuit-là, Reed s'est assis dans son appartement en revoyant tout ce qu'il avait rassemblé. Photo de Mara avec des kilomètres. Preuve de l'achat de téléphone du brûleur. La connaissance apparente de Kendra de la culpabilité de Mara. Les réunions de l'unité de stockage, mais il avait encore besoin de la dernière pièce, des preuves directes de la préméditation, quelque chose qui prouverait que Mara avait planifié la mort de Logan plutôt que de le négliger simplement. Reed a ouvert son ordinateur portable et a commencé à rechercher Kendra Walsh. Si elle était impliquée dans le couvrage du meurtre de Logan, elle pourrait être le lien faible dont il avait besoin pour ouvrir l'affaire. Kendra Walsh vivait dans un complexe d'appartements au centre-ville de Chandler, le genre d'endroit où les jeunes professionnels ont payé trop de loyer pour les comptoirs en granit et une piscine qu'ils n'ont jamais utilisée. Reed avait fait ses devoirs. Kendra a travaillé comme caissier de banque, n'avait pas de casier judiciaire et, selon tous les comptes, était une personne décente qui s'était arrêtée dans quelque chose au-dessus de sa tête. Reed l'a attendue dans le parking du complexe d'appartements jeudi soir, sachant qu'elle a quitté le travail à 5h30 lorsque la Honda de Kendra s'est arrêtée dans son espace assigné. Reed s'approcha avec ses mains visibles et son expression soigneusement contrôlée. Kendra Reed Callahan, pourrais-je vous parler pendant une minute? Le visage de Kendra s'est pâle. Elle serra son sac contre sa poitrine comme un bouclier. Reed, je suis vraiment désolé pour Logan. Merci. Je sais que c'est gênant, mais je dois vous poser des questions. J'ai déjà parlé à la police. Je leur ai dit tout ce que je sais. Reed a étudié son visage, la façon dont ses yeux gardaient en dardant vers son appartement. Le léger tremblement dans sa voix. Avez-vous? Parce que je vous ai entendu parler, vous et Mara, parler au café hier. La bouche de Kendra s'est ouverte. Tu étais là, Kendra. Mon fils est mort et je pense que vous en savez plus sur la façon dont cela s'est produit que vous ne l'avez dit à la police. Je ne sais pas de quoi tu parles. Reed a sorti son téléphone et lui a montré l'une des photos de l'installation de stockage. Mara rencontre avec Mill, échangeant de l'argent, planifiant quelque chose qui nécessitait un téléphone en brûleur enregistré sous votre nom. Kendra regarda la photo, ses épaules s'affaissant comme si le poids de ses secrets était devenu trop lourd à transporter. Pouvons-nous entrer à l'intérieur? Demanda-t-elle tranquillement. Je ne veux pas faire ça dans le parking. L'appartement de Kendra était petit mais bien rangé, décoré du genre de citations inspirantes et de live, de rire, d'amour, des signes qui ont suggéré à quelqu'un de s'efforcer de maintenir l'optimisme. Elle a offert un café sur Reed, qu'il a refusé, puis s'est assis en face de lui sur son canapé. Je ne savais pas ce qu'elle planifiait, Kendra a commencé. Pas exactement, mais vous saviez quelque chose. Mara était misérable. Elle était depuis des mois. Elle n'arrêtait pas de dire qu'elle se sentait piégée. Cette maternité n'était pas ce à quoi elle s'attendait. Reed a gardé sa voix. Qu'a-t-elle dit spécifiquement de Logan? Qu'elle l'aimait mais qu'elle n'a pas été coupée pour être mère. Qu'elle ruinait sa vie en étant si malheureuse tout le temps. Les yeux de Kendra se remplissaient de larmes. Elle a dit que Logan serait mieux avec toi. Que vous étiez le parent naturel et qu'elle ne faisait que gêner. Quand ces conversations ont-elles commencé? Il y a 6 mois, peut-être plus. Mais ils sont devenus plus intenses lorsqu'elle s'est reconnectée avec des kilomètres. Reed se pencha en avant. Parlez-moi de Miles. Petit ami du lycée. Premier amour. Vous savez, Mara s'est toujours demandé ce qui se serait passé s'ils étaient restés ensemble au lieu de vous épouser. Alors, elle a commencé une affaire. Ce n'était pas censé être sérieux au début. Juste du café puis des séances d'entraînement, mais Miles a commencé à en parler d'avoir une vraie relation, peut-être de s'éloigner ensemble, et Logan était sur le chemin. Kendra hocha la tête misérablement. Mara a dit que Miles ne voulait pas d'enfant, que si elle allait recommencer avec lui, ce devait être une pause nette. Reed se sentait en train de rage dans sa poitrine, mais il s'est forcé à rester concentré. Que pensiez-vous qu'elle voulait dire par nette pause? Je pensais qu'elle voulait dire le divorce, vous donnant une garde complète. Je jure, Reed. Je pensais qu'elle parlait de s'éloigner légalement, mais cela a changé le mois dernier. Mara a commencé à me poser des questions étranges sur les polices d'assurance vie, sur ce qui arrive aux actifs lorsque quelqu'un décède dans un accident. Je lui ai dit qu'elle était morbide, mais elle a dit qu'elle était juste inquiète pour l'avenir de Logan. Les mains de Reed se serrent dans les poings. Elle planifiait cela il y a 1 mois. Je ne savais pas ce qu'elle voulait dire avant la mort de Logan.
Ensuite, les choses qu'elle avait dites ont commencé à avoir un sens horrible. Comme quoi? Elle m'a demandé si je pensais que tu serais d'accord pour élever Logan seul. Si vous trouverez finalement quelqu'un de nouveau. Elle a dit, Logan était tellement attaché à vous qu'il remarquerait à peine si elle n'était pas là. Reed ferma les yeux, se souvenant du visage de Logan le matin de sa mort. Heureux, confiant, attendant avec impatience la garderie et le temps avec des amis. Son fils n'avait aucune idée que sa mère prévoyait de le tuer. Kendra, Mara vous a-t-il demandé de mentir à la police? Elle m'a appelé la nuit où Logan est mort. Elle pleurait, disant qu'elle avait fait une terrible erreur. Elle m'a demandé de dire à la police qu'elle avait mentionné d'être confuse au sujet des arrangements de garderie. Et vous avez accepté. C'est ma meilleure amie. Reed était mon meilleur ami. Je pensais que peut-être qu'elle avait vraiment fait une erreur, s'est déroulée à propos de qui était censé déposer Logan, mais vous savez mieux maintenant. Kendra a essuyé des larmes de ses joues. Après avoir entendu les nouvelles, je me suis souvenu de quelque chose. Mara avait dit il y a quelques semaines, elle se plaignait de la chaleur, à quel point il était dangereux de laisser quoi que ce soit dans une voiture pendant l'été. Elle a dit que c'était comme mettre quelque chose dans un four. Reed se leva, faisant référence à la fenêtre de Kendra. J'ai besoin que vous fassiez une déclaration à la police. La vraie déclaration avec tout ce que vous venez de me dire. Reed, je pouvais avoir des ennuis pour mentir avant. Kendra, mon fils est mort parce que votre meilleur ami l'a assassiné. Vous avez déjà des ennuis. La question est de savoir si vous allez m'aider à obtenir justice pour Logan ou à protéger la femme qui l'a tué. Kendra regarda ses mains pendant un long moment. Quand elle leva les yeux, son expression s'était endurcie avec la résolution. Qu'est-ce que tu as besoin de faire? J'ai besoin que tu appelles Mara. Dites-lui que vous avez une deuxième réflexion sur le mensonge à la police. Voyez si elle admet quelque chose au téléphone. Elle sera suspecte, peut-être, mais elle vous fait confiance et elle est assez arrogante pour penser qu'elle s'est enfuie avec ça. Reed a aidé Kendra à mettre en place une application d'enregistrement sur son téléphone, puis l'a entraînée à travers quoi dire. L'appel devait sembler naturel tout en provoquant des réponses incriminantes de Mara. N'oubliez pas, a déclaré Reed alors que Kendra composait. Tu fais ça pour Logan. Il mérite la justice. Le téléphone a sonné 3 fois avant la réponse de Mara. Kendra, tout va bien? Mara, j'ai besoin de te parler. J'ai du mal à dormir. Je continue de penser à ce qui est arrivé à Logan. Chérie, c'était un accident. Un accident terrible et tragique. Vous ne pouvez pas vous blâmer pour quoi que ce soit. Mais je me souviens toujours des choses que vous avez dites à propos de Logan mieux avec juste Reed. À propos de vouloir une pause propre. Une pause. Kendra, tu es bouleversée. Nous devrions parler en personne. Non, j'ai besoin de savoir maintenant. Avez-vous planifié cela? Avez-vous délibérément quitté Logan dans cette voiture? Une autre pause plus longue. Reed retenait son souffle. Kendra, tu es mon meilleur ami. Tu me connais mieux que quiconque. Pensez-vous vraiment que je pourrais blesser mon propre enfant? Répondre à la question. Cette conversation est terminée. Si vous ne pouvez pas gérer d'être un bon ami en ce moment, alors nous ne devrions peut-être pas parler pendant un certain temps. La ligne est morte. Reed regarda Kendra. Tous deux déçus par les non-réponses prudentes de Mara. Elle est trop intelligente pour admettre quoi que ce soit au téléphone, a déclaré Reed. Mais au moins maintenant, elle sait que vous avez des doutes qui pourraient la pousser à faire quelque chose de désespéré. Reed avait raison. Le lendemain matin, Mara s'est présentée à l'immeuble de Kendra. Reed a regardé de sa position de surveillance. Comme les deux femmes se disputaient dans le parking, leur conversation devenant suffisamment chauffée pour tirer des escaliers des autres résidents. Reed ne pouvait pas entendre ce qu'ils disaient, mais il pouvait lire leur langage corporel. Mara était en colère, faisant un geste catégoriquement tandis que Kendra recula. Lorsque Mara a attrapé le bras de Kendra, plusieurs voisins sont montés sur leur balcon pour regarder. Enfin, Kendra s'est libérée et a couru vers son immeuble. Mara se tenait seule dans le parking pendant plusieurs minutes, ses poings se sont serrés avant de retourner dans sa voiture et de partir. Reed a appelé Kendra ce soir-là. Ça va? Elle m'a menacé. Dit Kendra, sa voix tremblant. Mara a dit que si je parlais à la police, elle leur dirait que j'avais aidé à planifier la mort de Logan.
Que j'ai été celui qui m'a suggéré d'utiliser mon nom pour le téléphone du brûleur. Avez-vous suggéré cela? Non. Elle a dit qu'elle avait besoin d'un téléphone qui ne pouvait pas lui être retracé, alors je l'ai laissé utiliser mon identifiant. Je pensais qu'elle prévoyait de te quitter, pas ça. Reed a pris sa décision. Kendra, emballer un sac et rester en famille pendant quelques jours. Je prends tout ce que nous avons pour détective dès le demain matin. Est-ce que ça suffit? Reed a pensé aux images de la caméra du tableau de bord, aux preuves de la caméra en anneau, aux témoignages de Kendra, aux photos de Mara avec Miles. Il suffit de rouvrir l'enquête. Et une fois que cela se produit, la pression fera se fissurer quelqu'un. Reed pariait que quelqu'un serait Miles Granger. Le bureau du détective Dell sentait le café rassis et l'épuisement particulier qui venait de voir trop de cruauté humaine. Reed s'est assis en face de son bureau avec un dossier manie contenant tout ce qu'il avait rassemblé au cours des 2 dernières semaines. Monsieur Callahan, je dois dire que je suis impressionné par votre minutieuse, a déclaré le détective Dell, en examinant les preuves de la 2e fois. Cela change tout le cas. Allez-vous rouvrir l'enquête? Déjà commencé. Nous avons émis un mandat pour les dossiers téléphoniques de votre femme et nous lui amenons à la fois Miles Granger pour interroger cet après-midi. Reed a ressenti une vague de satisfaction mélangée à une sombre anticipation. Qu'en est-il du témoignage de Kendra? Crucial. Elle a accepté de coopérer pleinement en échange de l'immunité sur le mensonge à la police. Le détective Dell se pencha en arrière sur sa chaise. Monsieur Callahan, je veux vous préparer à ce qui vient ensuite. Ce sera un cirque multimédia une fois que le mot sortira. Êtes-vous prêt pour cela? Rita a réfléchi à cette inévitabilité. La mort de Logan deviendrait un spectacle public analysé et discuté par des étrangers qui n'avaient jamais connu le rire de son fils ou la façon dont il fredonnait tout en construisant des tours de blocs. Je peux le gérer. Logan mérite la justice, peu importe ce que cela me coûte. Bien, car nous allons avoir besoin de vous pour rester visible et coopératif. La défense de Mara essaiera de vous peindre comme un ex-mari obsédé en fabriquant des preuves. Reed hocha la tête. Il s'attendait à cette stratégie. Qu'en est-il de la poursuite civile que j'ai déposée? C'est vraiment utile. Il a forcé la divulgation des preuves et a exercé une pression supplémentaire sur toutes les parties impliquées. Votre avocat a fait du bon travail là-bas. Cet après-midi, Reed a attendu dans son appartement pendant que la police exécutait son plan. Le détective Dell avait accepté de le tenir au courant, mais l'attente ressemblait à une torture. Il a nettoyé son appartement déjà impeccable 2 fois, a réorganisé sa collection d'outils et a essayé de ne pas penser à ce que Mara dirait lorsqu'il a été confronté à la preuve. À 16 heures, son téléphone a sonné. Monsieur Callahan, nous avons un développement intéressant. Miles Granger a immédiatement avancé, mais pendant le processus d'entrevue, il a fait quelques déclarations avant l'arrivée de son avocat. Quel genre de déclaration? Il a admis avoir eu une liaison avec votre femme, mais a nié toute connaissance de la mort de Logan. Cependant, il a confirmé que Mara avait parlé de vouloir recommencer sans les complications de sa vie actuelle. Reed a serré le téléphone plus serré. Ce n'est pas suffisant pour une accusation de meurtre. Non, mais il prend en charge l'angle de préméditation. Et il y a plus. Nous avons trouvé quelque chose dans cette unité de stockage. Quoi? Document d'assurance vie. Mara avait augmenté la politique de Logan à $50 000 il y a 6 mois sans vous le dire. Le bénéficiaire a été répertorié comme elle seule. Reed se sentait malade. Elle allait profiter de sa mort. Ça empire. Nous avons également trouvé des impressions de recherche sur le coup de chaleur chez les enfants. Des informations détaillées sur le temps qu'il faut, quels sont les symptômes, comment le faire paraître accidentel. Les morceaux se sont mis en place avec une horrible clarté. Mara n'avait pas tué Logan dans un moment de désespoir ou de confusion. Elle l'avait recherché, planifié et l'a exécuté avec un calcul du froid. L'avez-vous arrêté? C'est une interrogation maintenant. Son avocat affirme que les preuves de l'unité de stockage sont circonstancielles, mais combinées avec tout le reste, Reed a attendu. Monsieur Callahan, je pense que nous allons avoir justice pour votre fils. Ce soir-là, le téléphone de Reed a bourdonné d'une alerte de nouvelles. Femme locale arrêtée dans la mort d'un fils de 4 ans. L'histoire était brève, manquant de détails, mais Reed savait que ce n'était que le début de la raison pour laquelle le lendemain matin, l'histoire avait explosé sur les réseaux sociaux. La voisine de Reed, Madame Patterson,
avait apparemment donné une interview à une station de presse locale, partageant les images de la caméra en anneau qui montrait le comportement occasionnel de Mara le matin. Logan est décédé. Reed a regardé la couverture de son appartement, voyant sa tragédie se transformer en contenu pour que des étrangers consomment avec leur café du matin. Les sections de commentaires étaient vicieuses, appelant Mara Monster tout en débattant de la peine de mort pour les tueurs d'enfants. Mais alors quelque chose d'inattendu s'est produit. Le téléphone de Reed a commencé à sonner avec les appels des autres hommes du père qui ont perdu des batailles en garde à vue. Des hommes qui avaient soupçonné leurs ex-femmes de mettre en danger leurs enfants, mais qui ne pouvaient pas le prouver. L'histoire avait touché un nerf dans la communauté des pères divorcés et séparés qui se sentaient impuissants contre un système de tribunal de la famille qui favorisait encore les mères. Monsieur Callahan a déclaré un appelant, un homme du nom de David, dont l'ex-femme avait déplacé leurs enfants dans un autre état. Merci d'avoir lutté pour votre fils. Beaucoup d'entre nous n'ont pas les preuves que vous avez eues, mais vous voir la justice nous donne de l'espoir. Reed s'est rendu compte que la mort de Logan devenait plus qu'une simple affaire de meurtre. Cela exposait des problèmes systémiques dans la façon dont la société a géré la garde, la protection de l'enfance et le point de violence domestique. 3 jours après l'arrestation de Mara, Reed a reçu l'appel qu'il attendait. Monsieur Callahan, Miles Granger, veut conclure un accord. Reed s'est rendu immédiatement au poste de police. Le détective Dell l'a rencontré dans le hall. L'avocat de Granger a tendu la main ce matin. Il est prêt à témoigner contre Mara en échange de l'immunité de toute accusation de complot. Que propose-t-il? Une confession complète sur l'affaire et les déclarations de Mara sur le désir de Logan disparu. Apparemment, elle était plus explicite avec lui que nous ne le pensions initialement. Reed ressentait une satisfaction froide. Le piège fermait que moi et la salle de conférence. Miles Granger avait l'air plus petit qu'il ne l'avait fait sur ses photos de médias sociaux. Sans l'éclairage du gymnase et les angles prudents, il n'était qu'un homme dans la trentaine qui avait fait un choix catastrophique pour la promesse de sexe et d'argent. Monsieur Callahan, Miles a commencé, sans rencontrer les yeux de Reed. Je veux que tu saches que je n'ai jamais pensé qu'elle avait vraiment blessé Logan. La voix de Reed était stable comme granit. Que pensiez-vous qu'elle voulait dire quand elle parlait de se débarrasser de lui? Je pensais qu'elle voulait dire le divorce, vous donner la garde. Elle a dit que Logan était attaché à vous de toute façon, qu'il serait plus heureux dans une maison stable. Mais cela a changé. Miles acquiesça lamentablement. Il y a environ 6 semaines, Mara a commencé à parler différemment. Elle a dit que Logan devenait un problème, qu'il vieillissait assez pour vous parler de me voir. Elle était paranoïaque qu'il me mentionnerait et vous découvririez l'affaire. Reed se souvenait des commentaires innocents de Logan sur l'ami de maman et se sentait de la rage brûler dans sa poitrine. Elle a dit, si quelque chose arrivait à Logan, cela résoudrait tous nos problèmes. Miles a continué, vous obtiendrez l'argent de l'assurance pour vous aider à continuer. Elle serait libre de recommencer avec moi et Logan n'aurait pas à grandir dans une maison brisée. Et vous avez accompagné cela. Le téléphone Burnor. Je ne le ferai pas vraiment, a déclaré Miles désespérément. Je pensais qu'elle vendait, travaillant à travers ses sentiments. Mon fils est mort parce que vous étiez trop lâche pour appeler la police. Reed est sorti de la salle de conférence avant qu'il ne fasse quelque chose qui mettrait en danger l'affaire. Dans le couloir, le détective Dell a pris quelque chose. Monsieur Callahan, je sais que c'est difficile à entendre. C'est ce que j'avais besoin d'entendre. Quelle est la force de son témoignage combiné avec tout le reste? Assez pour condamner Mara de meurtre au 1er degré. Reed a ressenti la première vraie paix qu'il avait connue depuis la mort de Logan. Pas le bonheur qui pourrait ne jamais revenir, mais la satisfaction de connaître le tueur de son fils serait confronté à la justice. Le procès a commencé 3 mois plus tard dans une froide matinée de janvier qui ressemblait à une vie loin de la chaleur brutale qui avait tué Logan. Reed était assis à la première rangée de la salle d'audience, portant le même costume noir qu'il avait porté aux funérailles de son fils. Mara avait l'air différente. La femme confiante et obsédée par téléphone qui l'avait mariée avait été remplacée par quelqu'un qui semblait plus petit, plus fragile. Son avocat l'avait clairement entraîné en apparition. Vêtements modestes, maquillage minimal, expression de tristesse perpétuelle qui était censée évoquer la sympathie. Mais Reed avait appris à voir à travers ses performances. Le cas de l'accusation était méthodique et dévastateur. Ils ont présenté les images de la cam de tableau de bord montrant Mara en plaçant Logan dans le camion. Les preuves de la caméra en anneau prouvant qu'elle avait menti sur son calendrier,
le contenu de l'unité de stockage révélant ses recherches sur un accident vasculaire cérébral et la police d'assurance vie accrue. Kendra a témoigné avec des larmes coulant sur son visage, racontant les mois de plainte de Mara concernant la maternité et son désir de plus en plus désespéré d'échapper à ses responsabilités. Elle a dit que Logan serait mieux sans elle. Kendra a déclaré au jury, mais je me rends compte maintenant qu'elle voulait dire qu'elle serait mieux sans lui. Le témoignage de Miles a été le plus accablant. Il a décrit le calcul du froid de Mara dans la planification de la mort de Logan. Ses recherches sur le fait de le faire paraître accidentel et ses déclarations explicites sur la résolution de tous leurs problèmes en éliminant l'enfant qui se tenait entre eux et leur nouvelle vie ensemble. Elle m'a dit que Logan lui faisait entièrement confiance. Miles a dit sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Elle a dit que cela facilitait les choses car il ne se battrait pas ou n'essaierait pas de s'échapper. Reed a regardé les visages du jury pendant ce témoignage. Plusieurs jurés avaient l'air physiquement malades. Une femme pleurait ouvertement. Lorsque l'avocat de la défense de Mara a contre-interrogé les témoins, il a tenté de peindre une image d'une mère déprimée qui avait fait une erreur tragique. Il a fait valoir que les preuves montraient un mauvais jugement et une négligence, et non un meurtre prémédité. Mesdames et messieurs du jury, a déclaré l'avocat de la défense dans son argument de clôture, il s'agit d'un cas sur une mère qui a été submergée et a pris une décision terrible dans un moment de crise. Mara Callahan aimait son fils, mais elle avait du mal avec la dépression post-partum et les pressions d'un mariage malheureux. Reed a presque ri. Les preuves nous montrent une femme qui a passé des mois à planifier la mort de son fils, à la recherche de la politique d'assurance vie. Réponse sur leur visage avant que le contremaître ne parlait. L'accusé coupable. Mara s'est effondrée sur sa chaise, son sang-froid soigneux enfin craquant. Son avocat a attrapé son bras, chuchotant de toute urgence dans son oreille, mais elle semblait au-delà de l'entendre. Reed ne ressentait aucun triomphe, seulement une satisfaction profonde et de vision osseuse. La mort de Logan avait été reconnue, témoin et jugé. La vie de son fils avait suffisamment comptabilisé pour que 12 étrangers passent des mois à examiner chaque détail de la façon dont cela avait été pris. Pendant la phase de détermination de la peine, Reed a été autorisé à faire une déclaration d'impact sur la victime. Il se tenait sur le podium en regardant directement Mara pour la première fois depuis le début du procès. « Mara, tu m'as pris mon fils parce que tu étais fatiguée d'être sa mère. Vous avez recherché la meilleure façon de le tuer. Vous l'avez mis dans ce camion sachant qu'il mourrait lentement et seul, vous appelant probablement à le sauver. » Mara a essayé de détourner le regard, mais la voix de Reed l'a retiré. « Vous ne pouvez pas pleurer ce que vous avez tué. Vous ne pouvez pas prétendre que vous l'aimiez pendant que vous planifiez son meurtre. Logan méritait une mère qui le protégerait, pas un qui le voyait comme obstacle à supprimer. » Reed s'arrêta, rassemblant sa force pour les derniers mots. « Mon fils est mort en vous faisant confiance. Il n'a jamais su que la personne qu'il aimait le plus dans le monde était celle qui l'a tué. J'espère que vous vous souvenez de cela tous les jours pour le reste de sa vie. » Le juge a condamné Mara à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Alors que les beffs la conduisaient, elle a essayé une dernière fois pour attirer l'attention de Reed, espérant peut-être le pardon ou un signe que leur chagrin commun pourrait combler le gouffre entre eux. Reed la regarda comme si elle était déjà partie 6 mois après le procès. Reed se tenait dans l'arrière-cour d'une petite maison à Queen Creek, une communauté du désert à 30 minutes de Chandler. La propriété était modeste, mais avait un espace potentiel pour un atelier, un jardin, peut-être même une piscine un jour. Dale l'a aidé à décharger des boîtes du camion en mouvement. Les deux hommes travaillant dans le silence confortable qui s'était développé entre eux pendant l'enquête et le procès. Cela semble juste, a déclaré Dale, posant une boîte étiquetée dans la chambre de Logan. Rita a gardé la plupart de son fils effets personnels, les stockant soigneusement en préparation du jour où il pourrait être prêt à créer un espace commémoratif. Pas un sanctuaire qui le piégerait dans le chagrin, mais un endroit où la mémoire de Logan pourrait vivre et grandir. C'est un début. Reed a accepté. La poursuite civile contre Mara a été résolue rapidement une fois le procès pénal terminé. Le tribunal a accordé des dommages-intérêts injustifiés à Reed qui aurait été dénué de sens sans son plan d'honorer la mémoire de Logan. Reed avait utilisé l'argent de la colonie pour établir le projet de Projection, une organisation à but non lucratif dédiée à aider les pères célibataires à naviguer dans des batailles de garde et à protéger leurs enfants contre des situations dangereuses. Le nom est venu de quelque chose que Logan avait dit une fois que Reed était un abri de choses effrayantes et de sa lumière quand l'obscurité est devenue trop grande. La première initiative de l'organisation a été de financer la représentation légale pour les pères qui soupçonnaient leurs ex-femmes de maltraitance des enfants mais qui n'avaient pas les ressources pour le prouver.
Reed avait appris que sa combinaison de formation militaire, de compétences techniques et de détermination absolue était rare parmi les pères divorcés qui se battent pour leurs enfants. Monsieur Callahan, son assistant, avait dit ce matin-là, nous avons un autre cas. Un père à Phoenix dont l'ex-femme a quitté leur fille avec des étrangers pendant qu'elle sortait. Qui a voulu explorer l'intersection des droits de garde, de la violence domestique et des échecs de la justice. Reed avait dit au cinéaste que les enfants meurent lorsque nous supposons que les mères sont toujours le parent plus sûr. Lorsque nous n'enquêtons pas sur les signes avant-coureurs, lorsque nous priorisons la commodité des adultes sur le bien-être de l'enfance. Maintenant, alors que Reed déballait les jouets et les livres de Logan dans une nouvelle maison, il a ressenti quelque chose qu'il n'avait pas connu depuis la mort de son fils. Espoir. Pas pour son propre bonheur qui ne reviendra peut-être jamais pleinement, mais pour sa capacité à créer un sens à partir de la perte. Ce soir-là, Reed s'est assis dans son nouveau salon avec un tampon juridique, rédigeant une lettre au rédacteur en chef du journal local. L'anniversaire de la mort de Logan approchait et Reed voulait partager ce qu'il avait appris. Il y a un an, mon fils de 4 ans, Logan, est décédé parce que je faisais confiance à quelqu'un qui a souri en mentant. Je pensais que je connaissais les signes avant-coureurs de la violence domestique et de la maltraitance des enfants. Je pensais que l'amour était suffisant pour protéger ma famille contre les dommages. Que j'avais tort. Logan est décédé non pas parce que je n'ai pas réussi à l'aimer, mais parce que je n'ai pas vu le danger qui vivait dans notre maison. Sa mère l'a tué non pas dans un moment de rage ou de désespoir, mais dans le cadre d'un plan calculé pour se libérer des responsabilités de la parentalité. Ce n'est pas une histoire sur la vengeance, bien que la justice soit nécessaire. Ceci est un avertissement concernant les dangers des hypothèses, sur la nécessité pour les pères de faire confiance à leur instinct et sur les enfants qui meurent lorsque les adultes priorisent leurs propres désirs au sujet de leur devoir de protéger que l'héritage de Logan est le feu de projection, ce qui a déjà aidé 12 pères à prendre la garde des enfants en danger. Son héritage est que la législation est maintenant proposée pour exiger une meilleure enquête sur les décès suspects des enfants. Son héritage est la conversation que nous avons enfin sur le mythe selon lequel les mères sont toujours le parent plus sûr. Si vous êtes un père qui lit ceci et que quelque chose ne va pas dans votre situation de garde, n'ignorez pas votre instinct. Documentez tout. Cherchez de l'aide. Combattez pour vos enfants car personne d'autre ne se battra aussi fort que vous. Et si vous êtes quelqu'un qui voit les enfants blessés par des gens qui prétendent les aimer, parlez. Logan pourrait toujours être en vie si un seul adulte avait suffisamment fait confiance à son instinct pour intervenir. Le diable ne vient pas avec des cornes. Parfois, elle vous amène à dîner et baise vos enfants au lit. Parfois, c'est la personne en qui vous avez le plus confiance dans le monde. Reed terminait la lettre et mettez-la de côté. Demain, il visiterait la tombe de Logan avec la lettre et la lisait à haute voix comme il avait commencé à faire avec des jalons et des décisions importantes. Il ne s'agissait pas de croire que Logan pouvait l'entendre. Il s'agissait de maintenir la connexion, de garder la mémoire de son fils active et présente. La nouvelle maison se sentait paisible dans la soirée du désert. À travers les fenêtres, Reed pouvait voir des étoiles commencer à apparaître dans le ciel obscurcissant, net et clair dans l'air sec. Logan avait adoré regarder les stars, inventant des histoires sur les photos qu'il a vues dans les constellations. Reed s'est fait un simple dîner et l'a mangé tout en examinant les dossiers de cas pour Project Shelter It. Il y avait une satisfaction dans le travail des